Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire sur la G19.5. Je suis avec Ganaël, notre Product Owner, qui va nous parler un petit peu plus en détail de nouvelles fonctionnalités de cet été. Donc, bonjour à tous, hein. Donc, merci à tous ceux qui sont connectés. Donc, on va faire un webinaire assez rapide, hein, dans le but de montrer un petit peu les nouveautés de la 19.5 qui sort dans les prochaines semaines. Alors, pour rappel, en fait, chez Gaijo, on a l'habitude de sortir 2 releases majeures tous les ans. Donc, on a une G19 qui est sortie en début d'année, et là, on s'apprête à sortir donc la 19.5. Donc, on va voir ensemble tout ce qu'elle contient, quoi. Alors, alors, en fait, pour introduire cette version, c'est une version sur laquelle on n'a pas rajouté de gros modules majeurs, mais entre autres, on a intégré énormément de demandes d'utilisateurs sur plein de petites choses, hein, pour pouvoir fluidifier l'application, la consolider. Donc, notamment en termes de tout ce qui est interaction avec les rapports dans lesquels on embarque la carte, des performances d'affichage, du filtrage, des formats supportés, etc. Alors, on va commencer par parler un petit peu d'une des principales nouveautés de cette version, c'est ce qu'on appelle dans le jargon technique du Map to BI, hein, c'est l'interaction des cartes Galijo avec les rapports, que la carte soit dans BO, Cognos, ou que ce soit une intégration dans un portail custom avec l'API. Il est enfin possible, ça y est, de connecter des actions effectuées depuis la carte vers les rapports pour pouvoir faire des filtrages géographiques. Par exemple, sélectionner une zone particulière et rafraîchir tous les composants d'un rapport, donc ses tableaux, ses graphiques, etc. Donc ça apporte une expérience utilisateur qui est assez sympa. Bon, surtout que les possibilités après, elles sont assez grandes, hein. On peut avoir des rapports qui deviennent des vrais tableaux de bord, hein, avec du multicarte, toutes sortes de graphiques, etc. Et tout interagit les uns entre les autres, quoi. Sachant qu'alors, pour ceux qui utilisent l'API, hein, ou qui veulent l'utiliser, hein, juste pour rappel, l'API, en fait, l'API de Galijo permet d'intégrer une carte dans un développement, un portail personnalisé, par exemple, hein. Et cette interaction, pardon, entre Galijo et un portail personnalisé est encore plus poussée dans ce cas-là. Alors, on est en train de proposer une page pour les développeurs avec toutes sortes d'exemples, hein, pour pouvoir mettre en œuvre ces interactions, hein, de manière à faire quelque chose d'assez fluide, hein, au niveau de l'intégration, quoi. Alors, une autre grande nouveauté de la 19.5, hein, c'est la possibilité, on enrichit le module de sélection qui jusqu'à maintenant était un outil qui servait à faire de la sélection spatiale à partir soit d'une zone de G qu'on a choisi sur la carte, d'une isochrone, d'isodistance, etc. Et on a maintenant la possibilité de combiner ces sélections avec un filtrage, hein, pour pouvoir vraiment raffiner la recherche, hein. Donc on peut par exemple dire, voilà, je veux chercher sur ma carte tous mes clients dont le chiffre d'affaires est supérieur à tant, dans une zone bien précise, à 10 minutes du centre-ville, par exemple, hein. Donc, chose qu'on peut faire difficilement avant, à moins d'intégrer des filtres, etc. C'était possible, mais beaucoup plus compliqué à faire. Donc là, cette fonctionnalité apporte beaucoup de self-service, hein, pour les utilisateurs finaux, hein. Alors, ça, concernant le support des symbologies, c'est quelque chose pour lequel on a eu beaucoup de demandes aussi, hein. C'est que on peut maintenant intégrer des bibliothèques de symboles personnalisés sur les cartes, hein, directement à partir de symboles SVG, hein. Donc pour ceux qui ont connu des versions plus anciennes, fallait
utiliser des fontes au format TTF hein, qu'on intégrait au niveau de l'application pour pouvoir les retrouver sous forme de symboles. C'était pas forcément très pratique, hein. Donc maintenant, on supporte le format SVG, hein, qui a pas mal d'avantages, hein. Donc c'est un format qui est vectoriel, hein. On trouve énormément de fichiers SVG partout sur le net, hein. On peut dessiner ses propres symboles avec un outil comme Inkscape par exemple. Et le gros avantage de ces symboles, c'est ils sont vectoriels, hein. On peut faire varier leur taille au niveau des symboles sur la carte, la couleur. Donc on va voir tout ça en détail au niveau de la démo dans très peu de temps. Ouais. Alors, une nouveauté moins visible mais qu'on ressent, c'est les performances d'affichage, hein. Alors, on a complètement revu en 19.5 le moteur d'affichage, hein, au niveau des cartes dans le navigateur. Alors, pour ceux qui ont déjà utilisé par exemple des cartes d'Iris avec une couverture complète sur toute la France, hein, vous savez que ben, ça demande quand même pas mal de performance au niveau du navigateur. Il fallait quand même une machine assez performante et puis la navigation n'était pas forcément très fluide, hein. Donc là maintenant, tout ça, c'est beaucoup plus fluide hein, avec l'utilisation, sans rentrer dans des détails techniques, mais de Canva au niveau de l'affichage, hein, ce qui permet d'avoir des cartes très denses. Hein, alors, là l'image qu'on voit sur la slide n'est pas forcément très intéressante, mais là où c'est intéressant, c'est quand on a des cartes de zip code avec une couverture complète, hein, par exemple, ou toutes les communes, ou des grands nombres de territoires. Donc tout ça a été vraiment amélioré pour que ça puisse s'afficher sur des machines modestes, hein. Donc, alors, comme je disais dans l'introduction, il y a pas mal il y a énormément de petites choses hein, dans cette version, hein. Donc on n'a pas le temps de tout voir en revue malheureusement, hein. Mais rapidement, là, si on parcourt la liste de ces autres nouveautés, donc il y a donc le map cropping, hein. C'est la possibilité en fait sur une couche hein, d'en faire un masque hein, pour pouvoir se concentrer sur la donnée, une donnée bien particulière. Par exemple, si on travaille, admettons qu'on a un filtre sur un département, on peut avoir une couche département qui sert de masque, ce qui fait que seul le département sur lequel on travaille va s'afficher et tout le reste derrière va se masquer, quoi. Et ça peut être utile notamment avec le service d'impression, parce que tout ça ressort sur les rapports imprimés. Alors, une autre nouveauté qui concerne Galigio pour BO et Cognos, ainsi que l'API, c'est le fait de pouvoir, alors d'une part, gérer des rôles personnalisés. Donc, dans le Galigio Manager, il y a une nouvelle page d'administration qui permet de créer un rôle dans lequel on donne des accès bien particuliers à un groupe d'utilisateurs. Et on peut ensuite partager un document en donnant des droits particuliers à une personne. Par exemple, si on compare avec la G19, hein, chaque personne qui se connectait à l'application avait un rôle fixe, hein. Soit on était auteur, utilisateur, etc. Maintenant, on peut avoir un rôle par défaut d'utilisateur, mais je peux dire, tiens, je partage ma carte que je viens de faire avec une autre personne et je lui donne les droits d'auteur pour qu'il y fasse des modifications. Donc, ça permet en fait de gérer des droits beaucoup plus finement hein, et de ne pas juste se limiter en fait aux droits qui sont définis une bonne fois pour toutes dans le manager, quoi. Alors, une autre petite chose, mais qu'on pouvait faire avant, mais c'était pas très accessible, hein, c'était tout ce qui est mesure de distance et d'air. Là aussi, on a eu beaucoup d'utilisateurs qui nous ont demandé est-ce que c'est possible de mesurer facilement une distance entre deux points, etc. Donc, bah, la réponse maintenant, c'est oui. On peut, on peut depuis l'outil d'annotation dessiner toutes sortes de géométries et voir l'air, la surface, etc.
Alors, au niveau du module de gestion de territoire, on peut maintenant partager des projets en lecture seule. Donc, ce qui est assez pratique quand pour ceux qui font beaucoup de gestion de territoire, ça permet en fait pour une personne de créer un territoire de référence, une sectorisation de référence, et dire voilà, maintenant personne n'y touche sauf moi, quoi. Je le mets en lecture seule. Et les autres chargés d'études, par exemple, ont la possibilité de dire ben voilà, je duplique ce projet si je veux, mais j'ai pas le droit de changer la version d'origine, quoi. Voilà, puis bon, il y a beaucoup de petites choses. On peut importer des fichiers shape directement depuis le panneau de données. Le requêteur SQL a été complètement revu. Il est beaucoup plus pratique à utiliser maintenant. Alors on parlait des performances tout à l'heure, ça concerne aussi la visualisation en cluster qui a été améliorée. Les labels aussi, on a de la gestion de collision sur les labels, ce qui permet, quand on dézoome avec beaucoup d'objets, de pas avoir tous les labels qui se mettent les uns sur les autres. Voilà. Donc voici pour les principales nouveautés de cette version. Ouais. Voilà, puis bon, bien sûr, on rajoute des choses, mais on retire rien, quoi. Donc tout ce qui existe actuellement dans la G19 est aussi présent dans la 19.5, notamment les filtres, les annotations, etc. Enfin, tout ça, c'est toujours présent. Ça reste, ça fait toujours partie de la 19.5. Voilà, donc on va passer à autre chose intéressante, la démo. Alors, juste avant de lancer la démo, on va faire un petit sondage rapide. Attendez, on va le lancer. Pour savoir, voilà, juste dans la salle, quelle solution BI vous utilisez. Est-ce que vous êtes sur Cognos, SAP ou autre? Voilà, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir enchaîner sur les démos. Alors, voilà, bon, je pense que c'est bon pour le sondage. Voilà, alors on va enchaîner un petit peu les démos sur tout ce qu'on vient de dire. Alors notamment, on va voir un petit peu comment fonctionne le Map to BI dans BO et Cognos. Donc c'est disponible à partir de la version Cognos 11 minimum. Et pour BO, il faut être en BO 4.2 SP3 minimum. Ouais. Donc l'idée, alors là ce qu'on a, c'est un petit document très simple qui sert juste de showcase, où on a une carte et un graphique. On peut difficilement faire plus simple. L'idée, c'est juste d'illustrer le fonctionnement en fait de cette interaction. Donc tout passe en fait, les interactions depuis la carte vers le rapport passent à travers des géoliens qu'on peut mettre soit dans la fiche info ou alors dans l'outil de sélection. Donc là, on a choisi dans cet exemple de mettre un bouton dans la fiche info qui permet, voilà, l'exemple est vraiment tout simple. Il permet juste de filtrer en fonction de l'objet qu'on choisit sur la carte et de rafraîchir un composant. Mais on pourrait très bien avoir n composants, des graphiques, etc. Enfin, quelque chose de beaucoup plus complexe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les géoliens, en fait, les géoliens, en fait, on les configure au niveau du panneau de données. On a ici un petit onglet. Alors, là, je suis en anglais, pardon. Geolink, depuis lequel, en fait, on a juste une fonction appelée dans laquelle on précise le nom du ou des graphiques en fait qu'on veut rafraîchir dans un rapport. Et voilà, en tout cas c'est bien documenté, il y a juste à récupérer
la doc indique comment récupérer le nom du tableau, du graphique, etc. Et puis comment intégrer cette valeur au niveau du jeu-lien pour pouvoir faire du filtrage, quoi. Donc au niveau de BO, donc le fonctionnement est assez similaire, même si la différence est plus technique, hein. C'est-à-dire que dans Cognos, en fait, la carte interagit directement avec un graphique, hein, alors que dans BO, en fait, on passe par un contrôle d'entrée. Donc pour ceux qui sont familiers avec BO, pour pouvoir faire du map to BI, donc, il faut ajouter un contrôle d'entrée sur lequel on choisit les éléments en fait qu'on veut pouvoir rafraîchir. Et la carte en fait va contrôler le contrôle d'entrée. Donc là, par exemple, si je fais une sélection sur les départements, je prends par exemple une zone sur le 92 et le 94. Donc je lance mon filtre et on voit que tout de suite mon rapport en fait se rafraîchit sur ces valeurs, quoi. Sachant que techniquement on voit qu'on a un contrôle d'entrée en fait qui a été créé ici sur lequel j'ai bien les départements sélectionnés qui sont cochés, quoi. Donc là encore, moi je vais pas remontrer, mais tout ça se configure depuis les géoliens, quoi. Alors, donc je vais enchaîner sur d'autres nouveautés. Alors, attends, je vais juste me connecter sur un document pour pouvoir illustrer notamment. Alors, on a parlé tout à l'heure de la possibilité d'intégrer des symboles SVG. Donc, alors, juste avant de commencer rapidement, là, j'ai juste pris une petite carte très simple, hein, pour pouvoir faire une démo qui montre des accidents sur la ville de Charlottesville. Je crois que c'est dans le New Jersey, j'ai un doute, non, peu importe. Sur lequel on voit les incidents. Ces incidents sont projetés sur des routes, hein. Donc tout ça, c'est fait de manière dynamique, hein. Juste pour rappel, ce système de projection, ce qu'on appelle nous le multimapping, hein, c'est quelque chose qui a été introduit dans la version G18, hein, qui permet de représenter une même information sous diverses formes sur une carte, hein. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je reviens donc sur la symbologie SVG, hein. Donc un des gros avantages en fait de ce support de SVG, c'est que chacun peut venir enrichir la bibliothèque de symboles dans l'outil. Donc voilà, maintenant tous les symboles vectoriels ici sont des SVG. Donc c'est des SVG sur lesquels on peut faire varier la taille, l'offset, etc. pour bien caler les symboles. On peut changer la couleur, bien sûr. Alors, tous les symboles SVG en fait peuvent être naturellement colorés. C'est le cas notamment quand on met des logos de magasins. Par exemple, ici j'ai un logo bio sur lequel on voit qu'il est déjà coloré. Donc, ce type de symbole, en fait, on peut pas changer la couleur, hein. Donc ici, on a un petit lien vers le doc qui indique comment pouvoir gérer tout ça, quoi. Et voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, on peut directement intégrer un symbole SVG, tout comme on ajoute aujourd'hui des images, hein, avec cet avantage par rapport aux images de pouvoir faire varier pas mal de choses, hein. Et notamment la taille sans pixeliser l'affichage, hein, vu qu'un symbole SVG est par défaut vectoriel, quoi. Donc, ce qui permet au
Ouais, désolé, on a eu un problème de son. Je pense que c'est revenu. Euh, voilà, bon, je pense que le son s'est coupé juste avant de commencer la démo sur ce document. Alors, juste rapidement pour ceux qui sont arrivés en retard. Donc, le module de sélection en fait, a été enrichi avec une option pour pouvoir filtrer de manière attributaire les objets avant de faire une sélection spatiale. Donc, par exemple, ici, on peut faire filtrer par exemple tous les accidents qui incluent moins de, par exemple, 4 véhicules, hein, et dont le clearance time, donc le temps pour nettoyer l'accident, entre guillemets, a pris plus de... Alors, il me semble que c'est en minutes, ouais, on va mettre 120 minutes. Hein. Donc voilà, donc j'ai 80, ça concerne 80 accidents. Hein. Et maintenant, je raffine en fait cette recherche par une sélection spatiale. Je veux uniquement les accidents qui sont à 10 minutes du centre-ville. Ouais. Donc je fais une isochrone une isochrone au niveau du centre-ville. Et alors là, on va dire que c'est l'effet de démo. Je sais pas pourquoi j'ai pas. Ah si, pardon. Ouais. Donc j'ai ma sélection. Donc. Là, je récupère en fait une sélection qui a été raffinée de plusieurs manières. Et, euh, et je peux donc voir toujours ce tableau ici qui permet de voir des graphiques avec le temps moyen, etc. pour chacun des indicateurs dans la sélection. Et puis surtout, ce qui est nouveau maintenant, c'est on peut exporter la sélection sous différents formats, CSV, Excel, JSON, Shapefile. Alors attendez, on dit qu'il y a encore un problème de son. Je regarde tout de suite. A priori, le son passe bien au niveau du webinaire. Alors attendez, 2 petites secondes, je vérifie au niveau du chat si vous êtes beaucoup. D'accord, non, je pense qu'il s'agit du problème de son qu'on a eu tout à l'heure. Mais là, le son fonctionne bien. Voilà, bon, désolé pour le petit incident technique. Ok, alors donc ça c'était pour tout ce qui est filtrage, hein, donc le filtrage attributaire avec la sélection. On a aussi parlé tout à l'heure de pouvoir importer des shapes directement depuis le panneau de données. Donc en fait, pour rappel, pour ceux qui utilisent déjà une version plus ancienne, hein, on peut déjà bien sûr intégrer des shapes dans l'application, mais depuis le catalogue, et ces shapes sont disponibles à travers tous les documents, etc. Donc, une des nouveautés là, c'est de pouvoir rajouter un shape directement sur un document juste pour un document donné à partir du menu données, hein, qui s'est pas mal enrichi d'ailleurs. Voilà, donc ça se fait en quelques clics. Donc là, je viens croiser par exemple les census sur ma carte, hein, sur la ville de Charlottesville. Et voilà, donc j'obtiens directement le shape avec ses attributs. Et voilà, donc ça me le rajoute sur la carte. Et je peux, bien sûr, donc ça n'a pas changé, directement rajouter des analyses thématiques depuis ce shape pour enrichir une carte. Ce qui fait que on peut mixer toutes sortes de données depuis des CSV, des fichiers Excel et maintenant directement des fichiers shape, hein, qui peuvent venir de sources diverses. Hein. Alors j'en profite rapidement pour montrer un petit peu à quoi sert le masque, qui permet de masquer en fait tout la Terre entière, sauf la région en fait qui nous intéresse. Hein. Donc c'est tout simplement une petite option au niveau de l'assistant thématique ici, hein, qui va tout simplement inverser une thématique, hein, de polygone. Hein.
Donc on peut lui mettre la couleur qu'on veut. Alors, comme je ne vois pas les couleurs, j'en prends une au hasard, mais voilà, donc là je viens d'appliquer un masque. Et automatiquement, en fait, on va voir que ma couche de census va s'inverser sur la carte. Je sais pas pourquoi mon navigateur a fait disparaître l'affichage. Attendez, ça va revenir. Bon. Ah si, pardon. J'ai eu un petit souci de navigateur. Et là, normalement, si tout se passe bien, la couche de census va s'afficher sous forme de masque. Voilà, donc on voit ici que la zone sur laquelle se trouvent mes données est représentée sur la carte. Alors, je fais une parenthèse rapide aussi sur. On parlait tout à l'heure des performances. Je vais juste vous montrer ce qui a changé en fait au niveau de l'affichage quand on représente en fait des couches avec énormément de polygones. Bon, là j'ai pris une carte qui représente de la donnée INSEE qui date du recensement de 2014, il me semble. Donc, chose qu'on pouvait pas faire avant, enfin qu'on pouvait faire mais qui était compliqué, c'était de générer une carte avec tous les iris de France sans vraiment ralentir l'affichage au niveau du navigateur, quoi. Bon, donc là ce qu'on voit, c'est que l'effet démo est en train de me contredire. Je sais pas pourquoi j'ai un petit blocage au niveau de mon navigateur, mais bon, je pense pas que ça vienne de l'application. Ouais. En tout cas, croyez-moi, ce type d'affichage en fait est beaucoup plus léger qu'avant. Ce qui permet des couvertures plus complètes par rapport aux versions précédentes, quoi. Ok, donc on va arrêter là pour les démos. On va juste enchaîner en fait sur un nouveau sondage. Alors attendez. Voilà, donc normalement le sondage s'est affiché sur vos écrans. Voilà, c'est juste pour savoir où est-ce que vous en êtes avec le géodécisionnel. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Pendant ce temps, je reviens sur le PowerPoint. Voilà, voilà. Ben, je pense que tout le monde a eu le temps de répondre, donc on peut continuer. Alors, juste pour conclure ce webinaire, alors donc bien sûr, vous pouvez toujours télécharger depuis la page download.galileo.com les différentes versions de Galileo. Donc la 19.5 comprend toujours toute la partie Galileo Analytics, c'est-à-dire Galileo pour SAP, pour IBM Cognos, Enterprise, ainsi que l'API. Et ça, donc ça n'a pas changé. Il y a toujours un essai gratuit de 30 jours, un trial de 30 jours pour une version nouvellement installée, quoi. Un petit mot rapide pour dire que cette semaine, on a rejoint le programme bêta partenaire de SAC, SAP Analytics Cloud. Donc voilà, on est en train de voir ce qu'on va faire avec. Donc vous aurez peut-être des nouvelles là-dessus dans les prochaines semaines. Et on va enchaîner sur une session de questions et réponses. Alors, j'ai Tania à côté de moi qui était en train de regarder un petit peu tout ce qui a été posé comme question pendant
les démos, donc je te laisse la parole. Ouais. Merci Ganaël pour ces démonstrations. Effectivement, nous avons quelques questions. Après, je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tout le monde, donc ne vous inquiétez pas, on vous répondra par mail si c'est le cas. Mais donc, la première question, Ganaël, est-ce que les fonctionnalités nouvelles ou actuelles de Galileo intégrées via l'API sont les mêmes que via les connecteurs spécifiques, comme par exemple Cognos? Oui. Alors, parce qu'aujourd'hui, on a Galileo Enterprise qui est un peu à part parce qu'il a sa propre console d'administration, mais en effet, l'API fonctionne exactement comme une carte intégrée dans BO ou Cognos. Donc, elle s'administre de la même manière et on a accès aux mêmes fonctionnalités. Alors, la seule petite différence, c'est comme on en parlait tout à l'heure, c'est que quand on intègre une carte dans un portail avec l'API, on a, comme son nom l'indique, c'est une API, c'est à la fois une API REST et une API JavaScript qui permet de mettre en place des interactions assez poussées depuis. Alors, cette API JavaScript est disponible depuis la version 19.5. Et c'est cette API qui permet d'interagir assez finement avec la carte depuis un composant externe. Ouais. Mais sinon, pour tout le reste, il n'y a pas de. On a exactement les mêmes choses dans BO, Cognos et l'API. Merci Ganaël. Et en ce qui concerne la migration, en fait, est-ce que le passage en G19.5 se fait depuis une version G19? Alors oui, en fait, on peut. Bon, alors, on peut passer de G18 à G19.5, de 18.5 à G19.5, etc. Si vous envisagez pardon, un passage d'une version plus ancienne vers la toute dernière, c'est quand même mieux de nous contacter pour être sûr qu'il n'y a pas un problème de compatibilité. Mais normalement chaque version rajoute des choses, mais n'enlève rien, donc il n'y a pas de difficulté. Ok. Et tu as aussi parlé des symboles vectoriels. Et donc, du coup, j'ai une question. Peut-on enrichir la bibliothèque de symboles? Oui. Ce qu'on voyait tout à l'heure, en fait, c'est que depuis l'assistant thématique, on peut directement rajouter un symbole, tout comme on rajoute une image de type PNG, quoi. À travers le petit bouton plus qui est tout en bas, quoi. Hop, si je vais dans symbole vectoriel. Alors, j'en profite rapidement pour, pour dire que la plupart des symboles en fait, qu'on voit ici, ce sont des symboles qui sont fournis par défaut avec l'application, mais tous ceux qui ont été rajoutés par un utilisateur vont s'afficher tout en haut. D'ailleurs, je vois qu'il y a un nouveau symbole qui est apparu depuis tout à l'heure, donc je ne suis pas le seul à utiliser cette plateforme. Et pour ceux en fait qui sont actuellement sur une version plus ancienne et qui ont des cartes thématiques avec des symboles venant de police, les anciens symboles vont rester affichés parmi les symboles vectoriels, ils ne vont pas disparaître. C'est juste que la liste va venir s'enrichir avec les nouveaux symboles, ce qui fait qu'on ne va pas perdre des couches existantes qui auraient été faites avec des anciennes versions. Donc voilà. Merci. Et encore une dernière question rapidement. Peut-on supprimer l'accès au requêteur à certains utilisateurs? Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de tout montrer là pendant la démo, mais donc effectivement pour ceux qui connectent directement Galileo à une base, spatiale ou non, effectivement le requêteur en fait, qui permet de créer ces requêtes a été grandement amélioré. Et notamment, on peut maintenant, à travers les rôles personnalisés, supprimer cet accès à certains utilisateurs, parce que tout le monde ne sait pas écrire des requêtes SQL. Donc la réponse est oui. Tout comme la personnalisation de la fiche info ou des choses comme ça. On peut bloquer cet accès pour certains auteurs, en fait.
Merci beaucoup Gaënaël. Je pense que le reste des questions, on va répondre, par mail, voilà, ou nous envoyer, pareil, d'autres questions qui vous viennent. Est-ce Mm. qu'on peut ajouter quelque chose sur les produits, ce qui nous attend, sur la documentation, Oui, oui. Alors, moi, comme disait Tania, c'est vrai qu'en une demi-heure, on n'a pas vraiment le temps de, de parler de tout. On va dire que c'est une grosse introduction, mais ouais, donc n'hésitez pas à nous contacter directement pour plus d'informations. Et sinon, alors, ouais, donc dans les jours à venir, cette version va être mise en ligne, hein. Donc, elle sera téléchargeable d'ici une semaine ou deux sur le site de download. Donc, chacun pourra la télécharger, la tester, l'installer chez soi, quoi. Donc, voilà. En tout cas, ben, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Enfin, j'espère qu'on vous a intéressé et que n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez quelques questions, quoi. Merci beaucoup.